C'est quoi être réaliste? Le premier sens du verbe réaliser, c'est de rendre réel ce qui ne l'est pas encore. Comme par exemple, on peut réaliser un film ou bien on peut réaliser un rêve. Donc, réaliser, c'est amener à la réalité quelque chose qui était d'abord virtuel. C'est reproduire quelque chose depuis le monde imaginaire vers le monde manifeste. Et le second sens de réaliser, c'est de comprendre quelque chose, c'est de prendre conscience de ce qui est réel. Autrement dit, c'est reproduire quelque chose depuis le monde manifeste vers le monde de l'esprit. C'est de percevoir une représentation qui est fidèle au monde manifeste. Et donc, vous voyez combien c'est curieux parce que c'est un petit peu l'inverse de la première définition où on allait du monde de l'esprit vers le monde manifeste. Mais ce qu'il y a en commun dans ces deux sens-là de la réalisation, que ce soit de l'esprit à la manifestation ou bien de la manifestation à l'esprit, c'est que ce verbe-là, réaliser, ça consiste à unifier les deux mondes. Et unifier les deux mondes, c'est justement ça qu'on essaye de faire dans la folle théorie. Alors, êtes-vous réaliste? Ouais, il faudrait d'abord s'entendre sur ce que c'est qu'être réaliste. Vous allez voir qu'en fait, il y a différentes façons de l'être. Et vous pourrez répondre vous-même à cette question-là vers la fin de cet épisode. Bonjour, je suis Alexandra Folly et vous écoutez l'épisode 15 de la folle théorie qui s'intitule « 3 systèmes de pensée élémentaires ». Dans son best-seller « Sapiens, une brève histoire de l'humanité », l'historien Yuval Noah Harari propose une explication très convaincante au sujet de la capacité des humains à organiser des sociétés complexes de plusieurs milliards d'individus. Chez certaines espèces, comme les abeilles, les structures sociales sont inscrites dans les gènes et la ruche, qui est faite de milliers d'individus, de petites abeilles cute, elle fonctionne sans besoin de faire de la politique. Mais chez les humains, les gènes sont encore ceux du chasseur-cueilleur préhistorique, c'est-à-dire adaptés à des groupes de quelques dizaines d'individus. Mais un être humain n'est pas capable d'entretenir un contact régulier et significatif avec plus de 150 contacts en moyenne. Puis ça, je l'ai pris encore dans Sapiens de Yuval Noah Harari. Alors, malgré cette limite-là, comment les humains font-ils pour collaborer par millions? Eh bien, c'est en partageant des fictions cognitives communes via le langage et dans ces fictions-là, Harari rassemble les compagnies, les nations, l'État politique, l'argent et enfin les croyances idéologiques et spirituelles. Donc, quand beaucoup de monde croit dans les mêmes fictions, alors on peut mieux s'entendre et se comprendre en grand nombre et coopérer à grande échelle. C'est le langage qui rend compte de la réalité dans ses différents aspects qui sont l'échelle du concret, l'échelle de l'apparent et l'échelle de l'abstrait. Puis le langage, ça permet en plus de développer de la fiction. Donc, les fictions cognitives, c'est la base des systèmes humains. Les systèmes de pensée et de croyance et les fictions cognitives qui les constituent, c'est de ça dont on va parler dans cet épisode de la folle théorie. Le mot « système », on le trouve dans beaucoup de domaines de la connaissance et ça, c'est parce qu'un système, ça désigne un ensemble de choses. Et ces choses-là qui constituent un système, elles interagissent de sorte qu'elles apparaissent ordonnées et cohérentes. En fait, quand on définit un système, on produit une représentation qui permet de considérer et de comprendre l'ordre des choses de façon dynamique. Cette cohérence-là d'ensemble des systèmes, ça fait qu'un système produit une valeur d'ensemble qui est différente des choses qui le constituent. Autrement dit, le tout est différent de la somme de ses parties. C'est un principe de la théorie Gestalt, qui est une approche psychologique de la perception, et c'est aussi un principe de la folle théorie, et plus généralement, c'est un principe de la pensée systémique. Alors, il y a toutes sortes de systèmes. D'abord, il y a des systèmes physiques qu'on trouve dans la nature, comme quand on parle là, de systèmes solaires ou d'écosystèmes. Les systèmes peuvent eux aussi être constitués de systèmes plus petits, comme par exemple le corps humain, c'est un système qui est composé de plusieurs systèmes comme le système digestif, le système respiratoire, le système nerveux, le système lymphatique, etc., etc. Et il y a des systèmes, il y a les systèmes artificiels comme les systèmes technologiques, les systèmes informatiques, et il y a aussi les systèmes cognitifs comme les systèmes mathématiques.
Et enfin, il y a les systèmes humains qui correspondent aux différentes façons dont on conçoit et dont on organise nos sociétés. Donc, c'est des systèmes très importants parce que ces systèmes-là constituent et influencent nos existences collectivement et individuellement. Alors ça donne les systèmes sociaux, les systèmes politiques et les systèmes économiques. Ces systèmes-là, humains et sociaux, ils correspondent en fait à des nuances de systèmes de pensée élémentaires qu'on va voir un petit peu plus tard dans l'épisode. Mais en fait, dès qu'on considère un système, quel qu'il soit, que ce soit un système social ou non, on a toujours affaire à une représentation humaine qui met en jeu un ou plusieurs systèmes de pensée. Pourquoi? Parce qu'un système, c'est constitué d'éléments qui peuvent être réels, mais la perception du système, elle comporte toujours une fiction. Prenons un exemple physique concret et familier. Le système solaire. C'est quoi le système solaire? C'est une zone de l'espace où l'influence du Soleil elle est significative. D'abord, il y a une influence en termes de gravité avec tous les objets qui tournent autour du Soleil. Et ensuite, il y a aussi une influence en termes de rayonnement avec l'énergie émise par l'activité de l'étoile. Alors, le Soleil, ses rayonnements et les objets qui gravitent autour, tout ça, ça existe concrètement. Mais ce qui est fictif, c'est de dire que c'est un système. Nous, les humains, on trace une limite plus ou moins nette autour du Soleil, puis on décide qu'en dedans de cette limite-là, c'est le système solaire, et qu'en dehors de cette limite-là, c'est le reste de l'univers. Mais en fait, le système solaire, lui, il n'est pas vraiment isolé du reste de l'univers. Il fait partie de notre galaxie, la Voie lactée qui est elle-même un système, et la Voie lactée, elle fait partie d'un amas de galaxies. Malgré cet aspect arbitraire-là de la notion de système, dire qu'il existe un système solaire, c'est pas idiot, en fait, ça fait même beaucoup de sens et c'est une segmentation de l'univers qui permet de comprendre beaucoup de choses, mais cette segmentation-là, ça demeure quand même une fiction dans nos têtes. C'est une fiction cognitive. C'est comme ça que l'humain s'explique le monde en imaginant des explications comme des théories. Et dans la perception des systèmes, il y a toujours une composante fictive parce qu'on attribue arbitrairement un certain ordre à l'univers qui est considéré. Si ma prochaine phrase a fait mal un petit peu, mais notre représentation du monde, elle est déjà une fiction en soi. En réalité, notre réalité cognitive, elle n'est pas le réel. Dans l'épisode 12, on a vu que la réalité, c'est le concept de ce qui est réel. Donc, ce qu'on vit réellement, c'est-à-dire notre réalité perceptive, c'est une conception. Ou si vous préférez cette citation de Frank Herbert, l'auteur de Dune, « Il n'y a pas de réalité. Il n'y a que l'ordre que nous imposons à toute chose. » Là, vous voyez peut-être mieux comment les 3 échelles de perception dont je vous ai parlé, l'échelle de l'abstrait, de l'apparent et du concret, ou bien autrement dit l'échelle de l'information, des vibrations et de la matière, ça correspond à 3 systèmes de pensée, 3 conceptions. On a vu qu'avec 6 dimensions, on peut décrire tous les phénomènes physiques du cosmos. Mais quand on arrive au système, on est rendu à 7 dimensions. Ça, c'est quand on combine les aspects spatiaux avec les aspects temporels d'une même échelle de réalité. C'est-à-dire qu'en termes de nombre de dimensions, on se situe au-delà du cosmos dans la perception de la valeur des représentations. C'est ça un système de pensée, une conception. La 7D, c'est la valeur 1D des représentations 6D. Il y a 3 grandes façons d'envisager des systèmes, 3 façons d'obtenir cette dimension, 3 échelles de perception. Ça signifie que quand on se place au-delà du cosmos, on n'en perçoit que certains aspects. Parce que quand on perçoit une échelle de perception, on perçoit certains types de phénomènes, donc on utilise certaines intelligences de discernement et donc pas toutes les intelligences de discernement en même temps. La pensée ne peut pas emprunter tous les chemins logiques à la fois parce que notre attention, elle ne peut pas se porter sur tous les aspects en même temps.
Donc, en résumé, de 1 à 6 dimensions, on peut percevoir des phénomènes dans leur entièreté. Ça correspond à 6 formes d'intelligence, 6 discernements directs qui sont polarisés dans des aspects plutôt spatiaux ou dans des aspects plutôt temporels. Et en combinant ces discernements-là directs, on peut obtenir des discernements indirects à 7 dimensions. Ça, c'est les systèmes qui sont des phénomènes trop complexes pour que nous, les humains, on parvienne à nous les représenter dans leur entièreté. Par exemple, l'écosystème, c'est un tissu de relations qui met en jeu tellement de paramètres que ça dépasse largement nos facultés mentales de les prendre en compte globalement. Et vous allez voir qu'en fonction de par quelle intelligence de discernement on appréhende un système, les multiples approches possibles donnent lieu à des représentations très différentes, souvent divergentes, voire opposables. Ces fictions cognitives-là, elles mènent à des compréhensions aux logiques réductrices, parce qu'elles sont seulement des approches parmi d'autres. Quand on perçoit les choses à travers une approche plutôt que d'autres, alors on est dans la subjectivité. Pourtant, cette subjectivité-là des valeurs fictives par lesquelles on représente et on se représente des systèmes, elle a tendance à nous échapper parce que le cadre logique de chacun lui semble cohérent et est cohérent parce que les conclusions auxquelles elle mène sont fondées et parce que nos conclusions, elles sont basées sur les phénomènes que l'on discerne pour les former. Et donc, toute perception d'un système, ça implique un système de pensée, une fiction cognitive. On crée des explications dans une certaine logique, on se satisfait qu'elles puissent fonctionner et après, on s'en sert de base pour utiliser encore la même façon de penser dans d'autres choses et d'autres situations. Alors, vous voyez, une logique, c'est un système fermé, c'est une façon de penser qui s'auto-renforce dans ses nouvelles conclusions en s'appuyant sur ses conclusions passées. Ça me fait penser d'ailleurs à une citation de Frank Herbert qui disait dans ses mots « La logique, elle est aveugle et ne connaît souvent que son propre passé. » C'est exactement ça. Et il y a aussi le psychologue Abraham Maslow. Il a aussi dit une phrase assez drôle qui illustre bien le circuit fermé de la logique. Il dit « Si le seul outil que vous avez, c'est un marteau, vous aurez tendance à tout traiter comme des clous. » Eh bien, c'est pareil avec nos perceptions, parce qu'on ne peut penser qu'à travers ce qu'on discerne et qui façonne à la fois notre logique et notre vocabulaire perceptif. Le langage verbal, comme le code, c'est opératoire, c'est-à-dire que c'est temporel, et c'est cette temporalité-là qui permet d'ordonner, d'expliquer et de percevoir le sens mentalement. Alors, le langage, il est structurant. Il sert d'abord à décrire le monde et ensuite, parce que le langage comporte un ordre, il mène à vouloir comprendre le monde pour l'expliquer, comme par exemple en formulant des hypothèses et des théories. Autrement dit, en formulant le monde, le langage injecte de l'ordre dans nos perceptions. Et cette perception-là de l'ordre au sein d'un système 7D, c'est une valeur 1D attribuée à des représentations 6D. On a vu qu'à 7D, cette valeur-là de l'ordre, elle est purement perceptive. Le réel, c'est complexe et chaotique, et l'ordre, c'est une perception simplifiée. Donc, l'ordre qui est perçu, il est incomplet et fictif. Alors, dans le cadre d'un système de pensée, l'ordre qu'on perçoit, il peut être plus ou moins valable, mais dans tous les cas, cet ordre-là qu'on perçoit, il constitue un cheminement subjectif de la pensée qui emprunte certaines voies logiques plutôt que d'autres. Percevoir un système, ça implique un système de pensée. C'est juste une façon de comprendre parmi d'autres. Maintenant, on va voir comment, en plus d'être subjectif, un système, c'est toujours intentionnel. Souvenez-vous que comprendre, c'est se saisir des choses, c'est les intégrer. Quand là, on perçoit clairement un ordre des choses en les formulant avec notre vocabulaire perceptif, ça nous mène à nous sentir plus connectés à l'univers, à avoir le sentiment d'intégration et le sentiment de réalité. Ça renforce la confiance dans nos perceptions et ça renforce aussi le désir de comprendre davantage. Et donc, quand on attribue un ordre aux choses pour mieux les comprendre, on est porté par une aspiration perceptive parce qu'on nourrit une intention qui est le fruit de nos discernements. Et réciproquement, quand on veut comprendre l'univers, ça nous mène à percevoir d'une certaine façon subjective et à nous saisir des choses pour les ordonner avec notre vocabulaire perceptif à travers notre système de pensée. Et alors, nos perceptions et notre compréhension sont orientées par nos intentions.
Et c'est là où on arrive aux croyances. Vous savez ce que c'est qu'une croyance? Une croyance, c'est une compréhension-intention. Dans la croyance, la compréhension et l'intention, ce sont deux aspects qui sont enchevêtrés et inséparables parce que l'intensité qu'on ressent dans la croyance, la foi qu'on place dans certaines perceptions, c'est une valeur subjective, c'est un ordre qu'on attribue aux choses à travers notre aspiration à les comprendre et à notre système de pensée. Et comme le dit encore Frank Herbert, l'auteur de Dune, les systèmes de croyances créent des filtres à travers lesquels le chaos se résout en ordre. Frank Herbert, d'ailleurs, il est très fort pour parler des systèmes. Alors, faisons le point. Quand on perçoit des systèmes, on manifeste un élan de compréhension, on crée un ordre fictif intentionnel en ajoutant une dimension à ce qu'on connaît. Ça équivaut à attribuer une valeur 1D d'ensemble au phénomène de 1 à 6 dimensions qui sont discernées en amont, et alors on obtient cette dimension, et ça nous place dans une perception qui va englober le cosmos physique à 6 dimensions dans l'ordre et la logique qu'on va en faire. Parce que percevoir la valeur 1D des représentations à 6 dimensions d'espace et de temps, ça revient à se positionner au-delà du cosmos. On entre dans la fiction cognitive, on crée une représentation qui devient transcendante, c'est-à-dire qu'on attribue à quelque chose une valeur qui va au-delà de la chose elle-même. Et en même temps, comme elle est une création fictive et qu'elle est subjective et intentionnelle, cette valeur-là, c'est une croyance. Les systèmes et les croyances, c'est des phénomènes à 7 dimensions. C'est des projections qui sont perçues par l'attribution d'un ordre aux choses, et ce, à travers une volonté créatrice qui traverse, recoupe et rassemble les phénomènes considérés. Au passage, notez que le mot « ordre », ça signifie aussi « classement », comme dans « classer les choses et les ordonner », et puis ça signifie aussi le « commandement ». Quand on donne un ordre aux choses, on leur dit « soyez comme ça ». C'est un peu comme que la lumière soit et la lumière fut. La lumière ici, c'est une métaphore pour dire la compréhension. Alors là, on va pouvoir prendre du recul avec ce qu'on comprend parce que comprendre le cosmos, c'est donner différents ordres à l'univers. Et comme le dit encore Frank Herbert, oui, encore lui, la connaissance, elle est inutile si elle n'a pas de but. Mais c'est justement le but qui édifie les murs. Maintenant, quand on comprend ça, quand on comprend que comprendre le cosmos, ça implique une réduction des chemins de la pensée à travers certaines intelligences de discernement plutôt que d'autres, on comprend du même coup qu'il y a toujours une part de croyance dans ce qu'on comprend, et quand on comprend que ça implique une intention, alors on peut prendre du recul avec nos perceptions. Parce qu'on va se le dire, là, quand on croit comprendre, finalement, on comprend ce qu'on veut. Questionner nos intentions et nos croyances, prendre du recul sur nos perceptions, c'est ça qui nous rend responsables et c'est ça qui fait qu'on est des personnes. Et c'est un combat là, qui n'est jamais achevé. La croyance est un facteur important de nos perceptions. Et quand l'aspect intentionnel de notre compréhension n'est pas questionné, alors nos croyances peuvent isoler nos perceptions dans leur propre logique. C'est comme ça qu'on peut tomber dans des croyances aveugles. C'est d'ailleurs un des principaux problèmes qu'on a tous parce que notre façon de nous représenter les choses, elle nous est évidente. Et pour cette simple raison-là, on a tendance à penser que les autres se représentent les choses comme nous, ou si c'est pas le cas, on pense que c'est ce qu'ils devraient faire. Et quand on n'est pas au courant des différentes intelligences qui façonnent nos différentes mentalités et nos façons de discerner, on condamne souvent les autres au lieu de considérer qu'on est tous des êtres humains incomplets et imparfaits et qu'il n'y a rien à condamner, mais beaucoup plus à questionner. On est là en fait pour se compléter, pas pour juger dans l'ignorance qui est bon, qui est mauvais, qui on doit aimer, qui on doit pas aimer. Et la raison, c'est qu'on est ignorant des autres logiques. Et c'est ça que je veux vous offrir avec la folle théorie. Une conscience des différentes façons de penser, une conscience des différentes façons de discerner. Alors oui, c'est là où la folle théorie peut apporter quelque chose de précieux. Elle permet de prendre du recul sur nos systèmes de pensée et de croyances. Alors revenons aux 3 échelles de perception dont je vous ai parlé. Écoutez un peu la citation suivante.
Ainsi, l'on apprend ce que signifie être humain, être un créateur d'ordre, de formes et de systèmes harmonieux, être en somme l'organisateur du chaos. Ça, c'est une phrase écrite par... Ah, tiens, Frank Herbert, l'auteur de Dune! Dans l'épisode précédent, on a récapitulé les types de phénomènes en fonction de leur nombre de dimensions. On a vu comment chaque nombre de dimensions constitue une logique opératoire, un filtre perceptif, une forme d'intelligence qui mène à discerner les phénomènes correspondants. 1D, c'est les valeurs, donc c'est les quantités. 2D, c'est les sensations, donc les qualités. 3D, c'est les configurations, donc les êtres et les choses. 4D, c'est les transitions, donc les activités. 5D, c'est les relations, c'est donc les possibilités. Et 6D, c'est les principes, donc les fonctions. On a vu aussi qu'on peut associer ces nombres-là de dimensions 2 par 2 pour former 3 échelles de perception à cette dimension et que chaque paire correspond à une articulation des aspects spatiaux manifestes et des aspects temporels dynamiques de chaque échelle. Notez encore une fois que ces approches-là des systèmes à 7 dimensions, qui sont constituées chacune de 2 intelligences de discernement, eh bien, elles ne sont pas elles-mêmes des formes d'intelligence de discernement. Au contraire des principes 6D, les systèmes 7D, c'est souvent des phénomènes trop complexes pour être perçus dans leur entièreté. Les perceptions des systèmes à 7 dimensions, c'est donc des représentations indirectes par l'entremise des discernements de 1 à 6 dimensions, qui, eux, sont des discernements directs. Ces 3 échelles de perception-là, comme les 3 couleurs primaires, elles correspondent à 3 grands centres de la perception, à 3 approches différentes pour appréhender et comprendre le monde. Et ces 3 grands centres-là constituent donc 3 façons de penser très différentes. C'est même d'ailleurs plus que des façons de penser parce qu'en fait, on parle de systèmes de pensée parce qu'ils forment des ensembles à 7 dimensions et que ce sont donc des voies différentes pour appréhender notamment l'ensemble du cosmos perçu. Alors, quelles sont ces 3 approches perceptives-là des phénomènes à 7 dimensions? Ou encore, c'est quoi ces 3 centres de discernement-là dont on parle ici? Eh bien, allons-y pour la première approche. Quand on combine les discernements 3D et 4D, c'est-à-dire les configurations spatiales et les transitions temporelles, on est à l'échelle concrète de la matière. C'est une approche pragmatique. Et à cette échelle-là, les notions de positif et de négatif, elles sont considérées en rapport avec la perpétuation de la vie incarnée et elles sont exprimées dans les champs lexicaux du bien et du mal. Puis ça donne du vocabulaire comme c'est bon ou c'est mauvais, c'est bienfaisant ou c'est malfaisant, c'est bénéfique ou c'est maléfique, c'est profitable ou c'est funeste. Alors, ce centre de discernement-là, on l'a appelé le centre du bon. Ça correspond à l'idée que être réaliste, c'est accomplir des choses concrètes dans le monde manifeste. Le centre du bon, c'est aussi l'échelle de la matière, donc ça concerne l'existence incarnée, la survie physique, l'abondance et la pourvoyance, la production et la reproduction. Maintenant, allons-y avec la deuxième approche. Quand on combine les discernements 2D et 5D, c'est-à-dire les sensations réceptives spatiales, avec les relations dynamiques temporelles, on est à l'échelle apparente des vibrations. Ça, c'est une approche empirique et à cette échelle-là, les notions de positif et de négatif, elles sont considérées en rapport avec les sentiments liés à l'expérience ressentie et elles sont donc exprimées dans les champs lexicaux du beau et du laid. Ça donne du vocabulaire comme l'harmonie ou la discorde, l'amour ou la haine, la jouissance ou la souffrance, la joie ou la tristesse. Joey Tribbiani serait très fière de mon jeu d'actrice. Alors, ce centre de discernement-là, on l'a appelé le beau. Ça correspond à l'idée qu'être réaliste, c'est faire l'expérience d'une harmonie entre l'intérieur et l'extérieur, entre le monde de l'esprit et le monde manifeste. Et ça correspond à l'échelle des connexions énergétiques. Donc, ça concerne les relations, les échanges, la vie sociale, les émotions, l'existence dans le champ des vibrations au sens large. Et on termine avec la troisième et dernière approche.
Quand on combine les discernements 1D et 6D, c'est-à-dire les valeurs et importances spatiales, avec les principes et fonctions temporelles, on est à l'échelle abstraite de l'information. C'est une approche mentale. Et à cette échelle-là, les notions de positif et de négatif, elles sont considérées en rapport avec le savoir en tant qu'information et elles sont donc exprimées dans les champs lexicaux du vrai et du faux. Ça donne du vocabulaire comme juste ou injuste, exact ou inexact, objectif ou subjectif, réel ou fictif. Alors ce centre de discernement-là, on l'a appelé le centre du vrai. Ça correspond à l'idée qu'être réaliste, ça consiste à mesurer et à comprendre comment le monde fonctionne. Ça correspond à l'échelle de l'information quantique, donc ça concerne l'existence perçue dans les lois liées à l'intensité, la régulation et la dérégulation, la raison et le sens, et finalement les valeurs morales. Alors, dans la folle théorie, on analyse en profondeur la structure sémantique de ces trois centres de discernement-là à travers les nombres de dimensions, parce que les nombres de dimensions, ça forme les logiques opératoires et le vocabulaire perceptif de chaque centre. Et ce qui est drôle, c'est que tout le monde en parle couramment de ces trois centres-là, même si on ne les théorise pas toujours quand on en parle. Le bon, le beau et le vrai, ça correspond à l'instinct, les émotions et le mental. Ou pour le dire encore autrement, c'est les tripes, le cœur et la tête. Bon, beau, vrai, c'est une approche abstraite pour nommer ces centres-là perceptifs. Instinct, émotion et mental, c'est une approche psychologique. Et les tripes, le cœur et la tête, c'est une approche incarnée, physique, concrète. Et pour dire encore autrement, en termes d'approche relationnelle, c'est la considération, l'affection et le respect. On va bientôt voir comment tout ça se recoupe. Ces trois centres de discernement-là, c'est les trois systèmes de pensée élémentaires et comme je disais un peu plus tôt, c'est un peu comme les trois couleurs primaires qui peuvent former une infinité de nuances de couleurs. Le bon, le beau et le vrai, c'est les trois mentalités élémentaires qui forment une infinité de nuances de mentalité, une infinité de nuances dans les logiques de la pensée et dans les façons de se représenter les choses. Alors, êtes-vous réaliste? Prenez un petit moment pour y penser, là. On vient de voir qu'il y a plusieurs manières d'être réaliste. Il y a le réaliste concret du bon, le réaliste sensible du beau et le réaliste moral du vrai. Donc oui, vous êtes réaliste et forcément parce qu'on utilise les mêmes intelligences pour percevoir la réalité et pour l'évaluer. La valeur du réalisme, c'est subjectif, alors tout le monde est réaliste dans sa propre réalité. Le bon, le beau, le vrai, c'est comme ça qu'on a appelé les trois centres de discernement. On aurait pu les appeler aussi bon, mauvais, beau, laid et vrai, faux, mais dans un souci de simplicité, on a occulté les notions négatives au profit des notions positives. Les 3 prochains épisodes, ils vont être dédiés chacun à un des 3 centres de discernement qu'on a vus dans cet épisode-ci en tant que système de pensée et à la mentalité à laquelle il correspond. On va présenter le genre de représentation, de comportement, de croyances spirituelles et politiques qui sont rattachées à chaque centre de discernement. Et là, vous allez voir de façon très nette comment tout ce qu'on a dit avant dans la folle théorie, ça fait sens et comment ça peut avoir un impact dans vos vies. Vous allez pouvoir connecter tout ce que je vous ai dit depuis le début du podcast avec ce que vous vivez, avec ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Vous allez commencer à comprendre votre réalité perceptive et nos réalités perceptives à travers les nombres de dimensions de l'espace-temps. Vous allez prendre du recul, vous allez voir au-delà de vos croyances. Attention, voir au-delà de nos croyances, ça peut faire mal au début, parce qu'en général, on est pris dans nos perceptions, on est comme prisonnier de nos discernements, on ne comprend pas les autres façons de percevoir, on s'identifie beaucoup à ce qu'on croit, parce que ce qu'on croit, c'est aussi constitué de ce qu'on veut, et donc, quand c'est remis en question, ça bouscule l'ego, et l'ego, c'est une protection. Mais en fait, savoir tout ça, ça n'empêche pas de croire, ça ouvre simplement l'esprit aux croyances et aux valeurs différentes. Et finalement, c'est libérateur. C'est libérateur parce que ça peut nous rapprocher des uns des autres. Alors, à bientôt!